Bonjour, Doc Payou. Daniel. Comment ça va? Pas pire. Pas pris de résolution? J'étais certain. Veux-tu rire de moi? Pourquoi tu me prends ce matin, toi? Pierre, une espèce de deux de pique qui débarque du bout d'un rang? Quand j'étais en vacances, la semaine passée, j'étais en vacances. Là, je pensais à la prochaine chronique avec Mayou. Je me suis dit, je vais faire exprès. On va lui demander, coudonc, Pierre, est-ce que tu prends des résolutions? J'étais certain de la réponse. C'était rien que pour voir. C'est que tu penses de ça, des gens qui prennent des résolutions, des faibles? Écoute, Gab, non, la niaiseuserie est institutionnalisée au Québec. Et elle est cultivée, Daniel. C'est devenu ça fait partie de notre culture de promouvoir les attitudes niaises. Comprends-tu? Quelques exemples. Ben, comme ça. Prendre des résolutions. On contiendra pas. Ouais. Chaque année, c'est la même niaiserie qui recommence. Ouais. Mais oui, mais c'est quoi? Comment peux-tu défendre cette niaiserie-là, qui est une tradition au Québec, alors qu'on sait très bien, c'est maintenant démontré hors de tout doute, par exemple, ceux qui veulent perdre du poids, OK? Leur programme d'entraînement dure en moyenne 3 semaines après la résolution. Oui. Donc, c'est pas le temps, c'est pas le contexte et ce n'est pas la façon d'évoluer. Tu ne peux pas, Daniel, défendre une stupidité comme ça dans un contexte progressif, évolutif, épanouissant. Tu prends pas une résolution le 1er janvier de chaque année. C'est pas comme ça que ça marche. Tu sais, c'est de l'enfantillage institutionnalisé. Ouais. C'est de l'infantilisation collective. Ouais. Mais... Hey, les petits enfants, c'est à Saint-Valentin. Dites à quelqu'un que vous l'aimez. Ouais. Vois-tu, c'est ce genre d'attitude niaiseuse, qu'on cultive au Québec. Maintenant, ce qui serait intéressant, c'est de se demander comment se fait-il qu'on cultive des attitudes niaiseuses au Québec? Probablement parce qu'on n'a rien à dire. Ah oui, explique-toi. Ben oui. T'arrives, en certains moments de l'année, nous autres, on remarque ça surtout dans le domaine de l'information. Tu sais, dans le domaine de l'information, puis dans le domaine des médias en général. En certains moments de l'année, il y a des trucs qui deviennent un incontournable. Exemple. Au moment où on se parle, Pierre, si tu savais dans les salles de nouvelles, et particulièrement dans les salles des nouvelles, où il y a une Miss Météo, comment on est anxieux d'annoncer qu'on s'en va vers une vague de froid, et là, et elle est déjà prête, là, la chronique du comment tu vas faire pour booster ton char. T'es pas sérieux? Ben voyons donc! Que ça se passe dans ton coin? L'été, Pierre, ça se passe dans ton coin, dans mon coin, dans tous les coins de l'Amérique du Nord. Quand arrive l'été, les petites filles qui font la météo se réveillent le matin en se disant « On arrive-tu à la 3e journée de grosse chaleur pour que je sois capable d'annoncer qu'on est en canicule? » Ça fait partie des niaiseries qu'on cultive. Au même titre que de prendre une résolution le 1er de l'an ou de dire à quelqu'un « je t'aime » le 14 de février. Ben là, à ce moment-là, c'est pas parce qu'on n'a rien à dire. C'est parce qu'on n'a rien à dire, on sait pas quoi faire. Donc on sait, entre guillemets, institutionnaliser un paquet d'affaires pour se rappeler qu'on existe. Va pas trop vite, mon Daniel, là. C'est parce qu'on n'a rien à dire ou on n'a rien à dire de signifiant. C'est ça. Pour moi, c'est pareil. Non. Ben oui. Mais non, c'est très différent. Ah, si t'as rien à dire, ferme ta gueule. C'est ça. Mais si tu n'oses pas aborder un propos signifiant ou significatif, là, c'est très différent. T'aurais quelque chose à dire, mais t'es empêché de le dire pour X raison. Oui. Ou tu ne veux pas le dire pour X raison. Un cave qui n'a rien à dire, va pas le faire parler. Malheureusement, il y en a. Quelqu'un d'intelligent. Malheureusement, il y en a beaucoup trop qui prennent la parole. Beaucoup. Dieu non, Pierre. Je m'aperçois qu'au niveau des communications et des médias, là, il y a un pan de mur qui t'échappe. Rappelle-toi de ce monologue absolument savoureux. Je pense que c'est de Laurent Paquin, mais je suis pas sûr, qui vient nous expliquer comment ça se fait que sur les lieux d'un accident, sur les lieux d'un incendie, sur les lieux d'un vol, on veut toujours faire parler un voisin.
Oui. Pourquoi on veut toujours faire parler un voisin? Ben, c'est parce que la plupart du temps, les reportages sont devenus des espèces de pièces de théâtre où on a besoin d'une bonne distribution. Écoute, il y a un autre volet à ça, là. C'est que j'aime ça, moi, que les voisins puissent parler. Parce que les voisins, on appelle ça une histoire collatérale. Mais d'habitude, la plupart du temps, ils n'ont rien à dire. Non, attends un petit peu, là. Ouais. On va pas trop vite. Ça dépend, c'est pas toujours aussi clair que ça. Parce que moi, je vais t'expliquer juste une chose. Lorsque je vois un patient, nous autres, en psychiatrie, on évalue le patient et on rencontre un proche, au moins un proche, pour recueillir une histoire collatérale. Ben oui, ça c'est correct, ça. C'est-à-dire les comportements vus par quelqu'un à côté. C'est ça. Qui a une certaine distance. C'est ça. À l'histoire d'interviewer les voisins, on peut, par analogie, associer ça à une histoire collatérale qui est pas bête. Qui est pas bête du tout. Parce que dans le cas, par exemple, des batteurs de femmes, oui. Presque, et quand on a un homme qui assassine une femme, as-tu remarqué que c'est toujours du monde sans histoire, comportement généralement impeccable? Oui. Comprends-tu? Oui. Alors, les batteurs de femmes ne sont pas décelables parce qu'ils sont comme Monsieur Tout-le-Monde et souvent même mieux que Monsieur Tout-le-Monde. Oui. Par contre, dans le cas de patients psychiatriques qui ont assassiné leurs parents ou un membre de leur famille, là, tu vas avoir des voisins qui vont dire, qui vont refuser d'accorder des entrevues ou qui vont dire, il était bizarre, on avait peur, des choses comme ça. Oh, non, de donner le micro, la parole aux voisins d'événements importants, c'est brillant comme idée. Oui. Mais ça, c'est Pierre, pas toujours informatif, Pierre, ça peut l'être. Sous cet aspect-là, je te le donne. Mais il y a tellement... Tu sais, moi, le gars, là, qui passait dans... revenons à nos moutons. Mais le gars qui passait dans la rue... Moutons. Le gars qui passait dans la rue, il a baissé à vide de l'auto, puis on lui a fait faire un commentaire. Viens pas me dire qu'il était au courant, de lui, là. Non, ça, c'est une corneille sur le bord de la clôture à qui on a donné un micro, c'est pas pareil. Oui, c'est pas... Hey, Pierre, dans un autre ordre d'idée... Non, on s'en éloigne pas, là. Ouais. C'est qu'on est dans le propos signifiant. Ouais. Alors, la question, quand on écoute des reportages... Oui. Est-ce que on nous détourne du propos signifiant ou on nous en approche? Pour une partie, je pense qu'on nous en détourne. Évidemment. Résolution, puis Miss Météo, puis ces cossins-là. Oui. OK, allons-y. Continue, parce que ton autre propos, dont tu viens tout juste de me prévenir avant qu'on aille en onde, j'ai l'impression que ça va être proche de ça, là. Oui. On n'est pas tout à fait décousu ce matin. Allons-y, gaiement. C'est que hors des ondes, ce que j'expliquais à Pierre tout à l'heure, c'est qu'hier, on est allé à une conférence de presse où on annonçait un projet de méthanisation à Rivière-du-Loup. Et puis là, on avait nos... Attends un petit peu, va pas trop vite. Oui. C'est quoi de la méthanisation? Ah, c'est qu'on va prendre des matières organiques et aussi des matières putricides qui, quand elles se décomposent, produisent du méthane. Ah, on va récupérer ça. Alors, ce que tu es en train de me dire, c'est que lorsque les éléments organiques pourrissent, il y a un gaz qui s'échappe, puis là, on veut recueillir ce gaz-là. Comme quand tu pètes, Pierre. Oui. C'est exactement ce gaz-là, le même. Oui. Sauf qu'il est produit dans un site d'enfouissement sanitaire. Bon, mais quand les vaches pètent... T'as tout compris. Ben oui. Non, ben c'est parce que je fais le niaiseux un peu, là. Oui. J'ai déjà travaillé là-dessus, moi, dans ma ferme expérimentale. OK. Alors, continue. Intéressant. Tu parles à quelqu'un qui... Et là, je regardais... Avec la production de méthane. Oui, là, je regardais hier aller le premier ministre Jean Charest qui était là, puis Stephen Harper. D'ailleurs, regarde, écoute... là, je suis en train de... Je te dis ça, là, t'es le premier auquel j'en parle. Oui. J'ai approché un groupe d'Africains. Oui. Et je suis en train de concevoir 2 projets avec le Niger et le Burkina Faso. Un, fournir des soins psychiatriques dans la communauté au plus gros cas de psychiatrie de ces pays-là, à beaucoup. Et l'autre, c'est justement de les aider à être autosuffisants sur le plan agricole. OK. Y compris l'extraction du méthane à partir de la putréfaction des fumiers puis des choses organiques. Okay. Mais mon sujet que je t'ai parlé hors des ondes, pourquoi le méthane? Pour ceux qui se demandent, Mayou, il s'en va où avec ses filles? C'est que vous pouvez avoir votre tas de fumier, vous recueillez le méthane qui s'échappe du tas de fumier, vous amenez ça par un petit tuyau, puis ça fait votre poêle. C'est du gaz pour faire à manger.
Alors, c'est comme ça que ça fonctionne. Oui. Alors, allons-y, je t'écoute. Non, bon, on espère que finalement, ça va nous amener quelque part, tu comprends? C'est définitif que si tu prends un tas de déchets, puis tu mets un plastique au-dessus, tu vas avoir du méthane. Tu vas simplement le recueillir dans des bonbonnes, puis ensuite, tu distribues ça, puis c'est du gaz naturel. Alors, pour ceux qui n'ont pas compris, au lieu d'être du propane, c'est du méthane. Mais c'est exactement la même chose. Mais là, Pierre, là où je voulais en venir... Vous pouvez en faire une petite transformation, puis le rendre liquide. Vous savez ça? Là, oui. Là, vous pouvez le transformer en méthanol. Mais c'est ce que je te dis. Le méthanol, c'est de l'alcool de bois. Mais c'est ce que je te dis, on va remplacer du diesel avec ça. Oui. C'est ça qu'on veut faire. Oui. Mais là où je voulais en venir, c'est qu'hier, nos deux premiers ministres étaient à Rivière-du-Loup, ce qui est assez exceptionnel d'ailleurs, Stephen Harper et Jean Charest. Puis là, Jean Charest, hier, était dans une forme extraordinaire. C'est-à-dire qu'il faisait des blagues. Tu sais, ça allait bien son affaire. Et moi, je me disais, comment nos politiciens peuvent-ils se dissocier à un tel point de la réalité? C'est-à-dire qu'au Québec, présentement, on est surendetté, on se demande comment on va s'en sortir, on pèlte les déficits, ça va pas bien au niveau de la santé. Tu sais, je veux dire, bon, c'est pas à toi que je vais apprendre ça. Et je les regardais aller hier, puis je me disais, quelle belle attitude est-ce que finalement c'est de faire comme si les problèmes n'existaient pas, ou encore est-ce que ces individus-là n'ont d'autre choix que de faire comme si ça n'existait pas, sinon tout ce qui resterait à faire c'est de trouver une corde puis se pendre. Daniel, la morosité influe sur le comportement humain. Oui. En sens négatif. De façon négative. Si Jean Charest s'était présenté chez vous les yeux fermés, il n'a pas dormi de la nuit, il est très inquiet, il est anxieux, c'est que c'est très dangereux parce qu'il peut faire paniquer 15%, 20% de la population. Et là, ça ira pas bien dans ton système de santé parce que non seulement tu vas avoir 7,5 millions de prescriptions annuelles d'antidépresseurs comme en 2005, mais tu vas doubler. Tu vas en avoir 15 millions. Et au lieu de coûter 115 millions d'antidépresseurs en un an, ça va t'en coûter 300 millions, ça va te coûter un tiers de milliard. Non, c'est... dis merci à Jean Charest. Donc, il faut... Il vient de diminuer la consommation de pilules, particulièrement chez les femmes. Donc, il faut... Seulement par son attitude jovialiste. Il faut encourager l'illusion du bonheur. Non. Se tenir loin de la morosité, plus ça va mal... moins on exprime d'émotions. Je vais vous sortir une maillousade ce matin. Oui. Alors, la Palisse a sorti les vérités, et moi, je vais vous en sortir une autre. Plus ça va mal, moins on exprime d'émotions. Parce que l'expression d'émotions brouille la raison. Alors, quand ça va mal, on a besoin de toute notre tête, de toute notre raison, et de tout notre enthousiasme, ou de tout l'enthousiasme dont on peut disposer dans une collectivité. L'enthousiasme, c'est le gaz, c'est la gasoline l'enthousiasme est la gasoline de la mobilisation. Oui. Tu me comprends? Alors, dans votre coin, et j'achète tout à fait. Dans votre coin, il y a des éléments mobilisants importants qui ont été neutralisés jusqu'à maintenant. Oui. Et là, on rejoint le début de notre propos. Dans la société québécoise, malheureusement, je crains que depuis 40 ans, on ait permis aux moins bons éléments de s'avancer à l'avant-scène du fonctionnement collectif. Oui. Alors qu'il aurait fallu leur donner un petit coup de pied dans le derrière et leur dire, écoutez, tasse-toi mon oncle, puis mets-toi en arrière, c'est l'effet locomotive est nécessairement généré par les meilleurs éléments et non pas par les moins bons. En conclusion, Pierre, est-ce qu'on doit comprendre que plus nos dirigeants sont de bonne humeur, plus ça va mal? Oui, il peut y avoir un lien, et plus il est important qu'ils agissent ainsi afin de mobiliser les meilleurs éléments de notre société pour tasser les éléments moribonds, les éléments démotivants, les éléments démobilisateurs. Oh, nous commençons l'année sur une note songée. Dangereusement songée, M. Saint-Pierre. Hey Pierre, bonne semaine à mercredi prochain. Oh, réflexion oblige. Bye.